Je veux introduire les résultats de l'étude et engager les discussions sur les recommandations que nous formulons. Le propos va être en 4 temps. Je vais présenter la méthodologie de façon succincte et puis je vais faire une brève présentation du secteur privé en insistant sur sa structuration. Le 3e temps va être une sorte d'analyse diagnostique du dialogue public-privé dans notre pays et je finirai bien sûr par les recommandations. Avant la méthodologie, autorisez que je campe le contexte. Le Burkina Faso est un pays qui a fait montre d'une belle résilience depuis plusieurs années vis-à-vis des chocs sociopolitiques majeurs. Qu'il nous vienne à l'esprit les émeutes militaires du premier semestre 2011, qu'il nous vienne à l'esprit l'agenda de l'article 37 de la révision constitutionnelle et du Sénat, qu'il nous vienne à l'esprit l'insurrection d'octobre 2014, le coup d'État de septembre 2015, les attentats de Cappuccino, mais aussi une série plus d'une centaine d'attentats terroristes qui ont affecté le pays, qui quand même reste debout, a su retrouver, en particulier après l'insurrection, les voies d'un retour à la normalité constitutionnelle avec des élections acceptées de tous, et engagé donc dans un renouveau démocratique. Ce renouveau démocratique, pour être durable, a besoin qu'on lui offre des fondements socio-économiques pour cimenter sa légitimité et assurer la durabilité, la soutenabilité du processus. Pour faire en sorte donc que ce renouveau soit durable, on a besoin d'un partenariat de l'ensemble des acteurs stratégiques de la société. Il faut que l'État, le système partisan, la société civile, les syndicats, les autorités coutumières et religieuses, j'en passe, et bien sûr le secteur privé. Le rapport insiste, focalise sur le rôle du secteur privé en l'articulant dans son rapport avec l'État. L'enjeu est de faire en sorte que le débat économique soit plus ample, qu'il corresponde aux aspirations des Burkinabés. Nous constatons cependant, dans ce constat, que la voix du secteur privé est relativement peu audible, en particulier sur les questions qui le travaillent. On a une question lancinante qui est celle de la dette intérieure. La voix du secteur privé est faible là-dessus, pendant que le secteur privé est profondément affecté. Le défi terroriste pose une double contrainte au secteur privé, ailleurs mais aussi au Burkina Faso. Une première contrainte sur sa demande, parce que quand il y a des actes terroristes, les hôtels, les restaurants, les maquis, tous ces secteurs du tourisme sont très affectés, voient leur clientèle baisser. Dans le même temps, deuxième contrainte, ce secteur privé doit faire face à une montée en charge des coûts de sécurité. Il faut acheter des services de vigile, y compris des services de gendarmerie et de police. Donc, un secteur qui est au premier plan des impacts négatifs de l'insécurité et du tourisme en particulier, mais dont la voix est relativement faible dans le débat public sur ces questions. Le secteur privé a été affecté sur les 5 dernières années par les chocs sociopolitiques que j'ai indiqués tout à l'heure. Il est aussi affecté, comme l'ensemble de la population, par la flambée du climat social avec les grèves qui s'installent dans le pays. Il y a donc une urgence de faire en sorte que le dialogue économique retrouve de l'amplitude, que le secteur privé retrouve de la voix, organisé dans un dialogue politique qui défende la question de l'investissement et de la production, bien sûr avec les enjeux socio-économiques inhérents. Si nous voulons des emplois pour la jeunesse, si nous voulons un pays qui lutte de façon efficace contre la pauvreté et contre les inégalités, il faut bien que le monde de l'entreprise se porte beaucoup mieux qu'aujourd'hui. En particulier, il nous faut sortir d'une fixation qui a été celle des pays africains depuis le début des années 90. Depuis le renouveau démocratique africain avec les conférences nationales du début des années 90, le système multipartiste, on a marqué beaucoup de points dans la procédure démocratique. Cependant, la démocratie est restée dominée par les débats sur les constitutions,
les codes, les fichiers électoraux, les dossiers des candidatures, la commission électorale, des enjeux liés à la procédure démocratique. Le contenu démocratique, j'entends par là, les questions économiques et le progrès social a été faiblement convoqué dans le débat public et il est temps que l'Afrique tourne cette page et donne un nouveau souffle à sa démocratie et un souffle économique qui donne du concret aux populations. La méthodologie de l'étude a brossé une revue de littérature, s'est appuyée sur des données secondaires, notamment l'excellent fichier NERE de la maison de l'entreprise, mais a aussi collecté des données primaires. On a fait plusieurs enquêtes auprès d'acteurs précis du secteur privé. On a rencontré plusieurs organisations du secteur privé dans des focus group Afrique, mais aussi on s'est déplacé dans ces organisations. Le rapport est succinct et il focalise l'attention sur la relation entre le public et le privé. Et je dirais en fin de présentation combien cette relation est importante. L'enjeu est donc d'identifier les paramètres critiques qui affectent cette relation et de proposer des pistes de traitement pour faire en sorte donc, encore une fois, que le dialogue économique dans notre pays est la place qui doit être le sien, si on veut faire en sorte que le pays retrouve les sentiers de prospérité. Deuxième temps, sur l'analyse du secteur privé burkinabé, je vais être succinct là-dessus, juste dire que le fichier NERE, un fichier d'entreprise à la maison de l'entreprise, adossé à la chambre de commerce, a décompté en 2016 66 000 entreprises au Burkina Faso. Ces 66 000 entreprises ont une grosse moitié, 51%, qui évolue dans le secteur du commerce et 30% dans le secteur des services. Donc plus de 80% des entreprises de notre pays évoluent dans le commerce et les services. Les industries ont 12% et l'artisanat 7%. Observez deux choses. La première, c'est l'absence de l'agriculture, qui n'est pas dans le fichier lié au fait que les pratiques d'informalité sont très prononcées dans ce secteur agricole. Et deuxièmement, qui montre un enjeu fondamental. L'essentiel de la population active dans notre pays est employée par l'agriculture. Et s'il n'y a pas d'entreprise agricole, ou en tout cas formalisée comme telle, cela est un enjeu. Cet enjeu est souligné, mais n'est pas traité dans le rapport. C'est un enjeu global qu'il faudra traiter. C'est un problème majeur. En réalité, dans notre pays, nous sommes malheureusement engagés dans un processus de désindustrialisation. C'est-à-dire que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée baisse, et de façon dramatique, et c'est un enjeu important pour l'emploi. Et autre chose, Free Afrique avait établi un diagnostic de glissement du modèle de croissance dans notre pays, qui veut dire que nous sommes passés d'une économie à dominance cotonnière, à base cotonnière forte, vers une économie avec essor minier, en particulier depuis 2008. Ce glissement de croissance qui privilégie l'industrie extractive et la dominance des services et du commerce montre que nous avons une économie dominée par des secteurs de rente. La domination des secteurs de rente affaiblit la capacité que nous avons à promouvoir un dialogue économique transparent, parce que les secteurs de rente, en général, vont également avec peu de transparence. En ce qui concerne la géographie du secteur privé burkinabé, le rapport note plusieurs choses. La première chose, c'est la centralisation du secteur économique à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Davantage à Ouagadougou qui a 71% des entreprises du pays et Bobo qui a 12% des entreprises du pays. Donc nous avons là un enjeu territorial formidable qui est que si l'essentiel de votre économie se trouve dans la capitale et accessoirement dans la deuxième ville de votre pays, la question de l'équilibre territorial, du développement territorial est posée là. Elle comporte un enjeu de stabilité nationale et comporte également un enjeu de lutte contre le terrorisme pour rester dans l'actualité. La structuration, les modes de structuration du secteur privé privilégient les formes d'entreprises individuelles et les formes d'entreprises personnelles. De sorte que, les personnes physiques, de sorte qu'on a 82% d'entreprises du fichier NERE qui sont constituées sous forme de personnes physiques ou d'entreprises individuelles. Et les sociétés à responsabilité limitée ne sont que de 16%, bien entendu les sociétés anonymes c'est encore plus petit. Cela montre là également une faiblesse de la gouvernance des entreprises, mais aussi de la structuration du secteur privé, qui fait qu'il y a une faible synergie entre les acteurs et qui montre un mode de domination de l'organisation informelle. Là également, nous avons des enjeux très importants parce que tout cela va affecter la compétitivité des entreprises, mais aussi les bénéfices sociaux qu'on peut attendre de leur activité. En ce qui concerne l'analyse stratégique du dialogue entre l'État et le secteur privé dans notre pays, le rapport pointe plusieurs forces que ce dialogue a dans notre pays.
La première force, c'est la déclaration de juré dans les politiques publiques au Burkina Faso que le secteur privé est moteur de croissance. Il n'est pas seul acteur, mais souligner son rôle fondamental. Cela est important, même si c'est de jurer. C'est-à-dire que de fait, il y a plusieurs problèmes, mais la déclaration est importante, elle peut alimenter le plaidoyer du secteur privé. La deuxième chose, c'est que notre pays vit une belle expérience depuis plus de 15 ans de ce qu'on appelle les rencontres gouvernement-secteur privé qui se tiennent chaque année, qui sont un moment de rencontre formelle entre le gouvernement représenté au plus haut niveau et puis le monde de l'entreprise. Cette rencontre a des difficultés, on reviendra là-dessus, mais son existence montre qu'on a un atout puisqu'il n'existe pas dans tous les pays de la sous-région. Et troisième et dernière force sur laquelle je vais insister, c'est qu'il y a un renouvellement en cours des organisations patronales dans notre pays. C'est passé par la Chambre de commerce, c'est en cours au patronat, c'est en cours dans plusieurs autres organisations du secteur privé. Cela peut être une très bonne chose. Cela peut permettre de renouveler leur légitimité, même s'il y a quelques tensions. Cela peut permettre de les crédibiliser davantage et cela peut surtout apporter un regain de dynamisme. En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est un regain de dynamisme. Voici ce que nous avons souligné rapidement comme étant les forces du secteur privé dans sa structuration dans notre pays. Les limites de ce dialogue public-privé dans notre pays concernent en premier lieu la faible structuration et l'articulation très faible, voire la fragmentation des organisations du secteur privé. Je m'explique. La première chose, c'est que nous avons une multitude d'organisations du secteur privé, lié au fait que, sans doute, les principales ont des problèmes de légitimité et de crédibilité, lié aussi au fait que les organisations, et ça c'est important, les organisations patronales ont un problème de membership et de services rendus aux membres. Comme les membres ne voient pas forcément leurs intérêts dans ces organisations, il y a une multiplication donc d'organisations qui se passe. Cela n'est pas de bonnes nouvelles parce que cela affaiblit la structuration du secteur. Mais surtout, il y a une faible articulation entre l'action des organisations du secteur privé dans notre pays. J'en veux pour preuve la relation Chambre de commerce patronale. La Chambre de commerce est l'organisation patronale qui a le plus de moyens, qui a le plus de structuration dans les territoires, développement institutionnel des outils de pilotage très intéressants. C'est une force pour le secteur privé, mais aussi une faiblesse. Parce qu'elle peut couvrir la voie du patronat, elle peut couvrir la voie du secteur privé. Son rattachement au ministère qui est légitime montre qu'elle a besoin d'avoir à côté une autre organisation patronale très forte qui devrait être en principe le patronat, mais qui est très faible dans le champ. On pourra en discuter dans le débat tout à l'heure. Le caractère inarticulé et ambigu de la position de la Chambre de commerce est vraiment quelque chose qu'il faut traiter. Faire en sorte donc qu'au sortir du chantier du traitement de la structuration et de la faible articulation, on ait une vraie synergie d'action entre les acteurs du secteur privé. Deuxième constat important comme faiblesse, c'est la faible représentation des petites et moyennes entreprises dans le lieu de discussion, dans la structuration du secteur privé. La faiblesse de la mésoéconomie dans la représentation du dialogue économique est un enjeu majeur, comporte un enjeu majeur, parce que c'est la néo-économie, la mésoéconomie, l'économie des petites et moyennes entreprises, c'est elle qui a le potentiel d'emploi, d'accélération de croissance le plus important. De capacité de plaidoyer qui affaiblit donc leur élan dans le débat public et leur élan dans la négociation politique pour obtenir des réformes en faveur de l'entreprise pour les bénéfices sociaux que nous attendons. Et puis on a un affaiblissement du dialogue secteur privé, secteur public, en particulier depuis le débat sur l'article 37, on l'a documenté dans d'autres études, et on peut souligner cet affaiblissement à deux niveaux. Le premier niveau, et les acteurs du secteur privé peuvent en convenir, à l'occasion, en juillet de l'année passée, à l'occasion de la révision de la loi sur les partenariats publics-privés, le secteur privé a été contourné, ignoré, cela montre la faiblesse du dialogue économique. Et deuxièmement, le plan national de développement économique et social qui a été discuté dans un élan national n'a pas non plus connu une place importante faite au secteur privé. En particulier, un affaiblissement des cadres sectoriels de discussion. Nous avons noté également comme faiblesse une sorte de faiblesse de la production de connaissances sur le secteur privé, mais là, c'est le chercheur qui parle et qui bat sa couple, qui montre donc qu'on a un chantier à faire en sorte que les connaissances, les études, les recherches sur le secteur privé et les problématiques qui le traversent soient plus importantes. Fort heureusement, nous avons aussi des opportunités. La première opportunité, c'est l'opportunité du renouveau politique.
Le renouveau politique en construction, qui n'est pas une donne, mais qui est un espoir que nous sustentons, que nous renforçons et que nous concrétisons au besoin, peut être également l'occasion de renouveler la relation entre l'État et le secteur privé, donc d'ouvrir les voies d'une prospérité plus importante et davantage inclusive dans notre pays. Et puis, deuxième opportunité, je m'en arrêterai là pour les opportunités, c'est que le Burkina Faso a relativement une belle image vis-à-vis de ses partenaires. La preuve, c'est nos partenaires américains qui nous sont là aujourd'hui. Et cette belle image peut être investie pour mobiliser des appuis techniques, des financements adéquats pour le pays, pour le secteur privé en particulier, puisque c'est cela l'enjeu aujourd'hui. Il y a des menaces. Je vais insister sur une double menace importante. La volatilité du climat social, notamment les grèves, affaiblissent le rapport entre l'État et le secteur privé, le dialogue, puisque le champ est largement occupé par le duo État-syndicat qui laisse très peu de place aux organisations du secteur privé. Ce duo État-syndicat est légitime, mais il faut aussi l'équilibrer avec un trépied en mettant le secteur privé, voire 4, 5 pieds en mettant les autres acteurs autour d'un débat national économique de qualité. Deuxième menace fondamentale, c'est la question de l'insécurité. L'insécurité, je l'ai indiqué, a des conséquences importantes sur le secteur privé. Et deuxièmement, il accapare l'attention des décideurs publics légitimement et en conséquence, il affaiblit la place qui est faite au secteur privé. Il affaiblit la relation entre l'État et le secteur privé. On peut faire autre chose. On peut convoquer le secteur privé à l'occasion de cette insécurité pour faire en sorte qu'il soit aussi partie prenante dans la gouvernance sécuritaire. Et c'est une des recommandations de l'étude que je commence à énoncer. Donc c'est la première recommandation de l'étude, faire en sorte que le secteur privé ait sa place dans les enjeux de gouvernance dans notre pays, en particulier sur la gouvernance sécuritaire. C'est en lien avec un projet que nous portons avec SAID, on pourrait revenir là-dessus dans le débat. Autre recommandation, c'est que le bon cadre de la rencontre gouvernement-secteur privé doit être rénové, voire complètement refondé, pour avoir une représentation plus équilibrée des différentes échelles d'affaires, les grands, les petits, les moyens, pour avoir une représentation plus équilibrée des différents secteurs, le commerce, les services très bien, mais aussi l'industrie, mais aussi d'autres enjeux importants comme l'artisanat, pour également, à travers des sessions thématiques, faire face à des enjeux majeurs. Celui de l'industrialisation, faire face à des enjeux majeurs, celui de donner la commande publique à l'ensemble du territoire, donner la commande publique aux petites et moyennes entreprises locales, aussi à la question du soutien à la production locale, faire place dans des sessions thématiques au traitement de la question lancinante de la dette intérieure, faire place à des sessions thématiques au traitement des questions d'infrastructure, d'électricité, qui est une question lancinante. Du reste, je dois vous annoncer que le rapport qui a été imprimé ici par un imprimeur local souffre de cette panne d'électricité parce que notre imprimeur a vu ses machines être grillées ce week-end par une panne de la société d'électricité, qui fait donc qu'on a le rapport en compte-gouttes. Mais comme je l'ai dit, je vous assure qu'on l'aura, chacun aura son rapport. Suivi l'évaluation des recommandations de cette rencontre gouvernement-secteur privé qui puisse faire en sorte qu'il y ait la place pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé. Ma collègue me tente pour me dire que je suis en train de dépasser mon temps de parole. Je vous demande 3 minutes pour finir. Il y a un chantier important, c'est celui du renforcement des capacités des acteurs du secteur privé et des organisations du secteur privé, en particulier leur capacité en matière de plaidoyer. À ce niveau, SAIP et Free Afrique s'engagent à construire un programme de renforcement de capacités, mais c'est ouvert à l'ensemble des acteurs publics, parapublics, à nos PTF, pour faire en sorte que le secteur privé, les organisations du secteur privé soient soutenues sur ce chantier important du renforcement de leurs capacités. Il faut, je l'ai indiqué sur la question de l'insécurité, vraiment ouvrir, donner la place au secteur privé. Et enfin, il faut produire davantage de connaissances, davantage d'études, davantage de recherches sur les problématiques qui affectent le secteur privé. Mon mot de conclusion est ceci. Comment les nations qui se sont développées ont fait pour se développer? C'est une très vieille question d'économie qui a beaucoup occupé les chercheurs en économie. Je vais insister dans cette longue production de connaissances par les économistes sur un paramètre. Il y a une question qui a été posée aux économistes, c'est qu'est-ce qui explique ce qu'on a appelé le mystère de la croissance hindoue? C'est-à-dire qu'à partir de 1980,
le taux de croissance par tête de l'Inde a été multiplié par 2, est devenu beaucoup plus durable, plus soutenu et a commencé à corriger de façon importante la pauvreté. Et donc on s'est posé la question, pourquoi il y a une rupture à partir de 80? Il y a un excellent travail de Danny Rodrigue, un chercheur américain, et aussi d'un chercheur associé à un collègue indien, qui indique ceci. Leur réponse est de dire, c'est parce que l'État, à partir de 1980, a changé son rapport au secteur privé, a changé sa relation partenariale avec l'entreprise, que la croissance a été libérée. Donc, de mystère, il n'y en a pas. Les choses se jouent dans la relation partenariale. C'est donc pour indiquer que dans notre pays, si nous voulons une prospérité de l'économie et du social au service de tous, il faut que la relation stratégique entre l'État et le secteur privé soit une relation beaucoup plus intelligente, beaucoup plus patriotique, qui considère ceci, qu'on ne développe pas, mais qu'on se développe, comme l'a dit le professeur Joseph Kizerbo. Je vous remercie.